Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire qui va être consacré à une expérience expérimentée par notre collègue Olivier Rigvert, notre intervenant de cette fin d'après-midi, qui va porter sur une conférence en mode TED, Technology, Entertainment and Design. Veuillez excuser mon anglais déplorable. Avant d'aborder en fait cette web conférence, je vais vous donner quelques petits conseils pour que le webinaire se déroule bien. Donc, vous pourrez déjà intervenir tout au long de l'intervention d'Olivier par le biais en fait du chat qui se trouve en bas de votre écran, la conversation. Il y aura 3 temps en fait de prévu de temps d'échange durant l'intervention. Donc, on vous sollicitera par l'intermédiaire de questions et on reprendra en fait vos questions pour qu'Olivier puisse y répondre assez précisément. Je vous demanderai également, si vous ne participez pas, de bien vouloir en fait couper vos micros pour éviter les bruits de fond intempestifs. Et si on devenait plus nombreux, éventuellement de couper les caméras et de garder seulement la caméra d'Olivier et de l'animateur, donc moi-même aujourd'hui. Alors, vous l'aurez remarqué, je ne suis pas Denis. Denis n'était pas disponible aujourd'hui, donc exceptionnellement, c'est moi qui me suis attelée à cette tâche d'animer ce webinaire. C'est une première fois aussi pour moi, donc on va essayer que ça se passe dans les meilleures conditions. Et je vois que ce n'est pas non plus Isabelle Casono qui est avec nous, mais c'est Myriam, une stagiaire en Master 2 en ingénierie de formation. Donc bienvenue Myriam. Donc, nous allons commencer de suite. Alors, pourquoi ces webinaires dans le cadre de la e-communauté innovation publique territoriale? C'est que, en fait, par rapport à ces webinaires, on souhaite accompagner en fait les participants de cette communauté portant sur l'innovation publique dans la perspective du prochain présentiel qui aura lieu à Cluny début juillet 2017 et qui réunira en fait des référents territoriaux et des agents du CNFPT pour accompagner à des défis œuvrant pour l'innovation publique territoriale. Et on souhaite aussi en fait associer toute personne intéressée par la question de l'innovation publique. Alors ces webinaires pourront traiter plusieurs objets, soit une démarche méthodologique, soit un partage d'expérience ou une expérimentation en cours, ou encore une dimension conceptuelle portant sur l'innovation. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le cœur de notre sujet avec Olivier. Qu'est-ce qu'une conférence TED et pourquoi Olivier as-tu donc proposé en fait ce mode d'animation qui peut paraître atypique? Bonjour. Écoutez, je vais prendre la main sur l'écran, normalement. Voilà. Vas-y, j'ai arrêté le partage. J'y vais. Alors voilà, vous avez à l'écran mon écran où il y a la conférence que j'ai pu réaliser. Mais je vais vous présenter, j'ai préparé une petite présentation pour vous en parler. C'est, comment dire, un TED, une expérience TED, c'est parler devant 450 personnes. Moi, j'ai parlé d'innovation publique. Et c'est quelque chose d'intéressant parce que on est amené à construire un discours, et je vais y revenir. Et en plus, il y a plein de choses qu'on apprend sur la façon de prendre la parole en public. Globalement, je vais commencer d'abord par vous parler un petit peu de moi, parce qu'il faut bien se présenter, puis contextualiser un petit peu l'exercice, faire quelques instants sur TED, puis après de comment on prépare ce type d'intervention, et puis enfin, on repassera à la grille de tout ce que j'aurais pu vous raconter, le synopsis de mon intervention très rapidement. Voilà, à chaque fois, à la fin de chaque partie, donc je vous en ai donné 4. Moi, je vous propose qu'on parle parce que comme ça, j'aurais pas l'impression de parler pendant 20 minutes. Voilà. Si vous êtes OK, on démarre. On démarre. On y va. Donc d'abord, d'où je viens. Vous voyez, je suis en bas à gauche de la photo. J'avais les cheveux beaucoup plus noirs à l'époque. En fait, j'ai été pendant 6 ans directeur de cabinet de Jacques Auxiel, qui était président de la région des Pays de la Loire. Moi, j'ai fait ça entre 2004 et 2010. Alors, directeur de cabinet, on pense toujours que c'est les gens qui tirent les ficelles et qui font plein de choses compliquées, alors qu'en fait,
c'est surtout gérer des circuits de parapheurs, faire en sorte que la décision soit prise, que tout le monde ait les informations. Et moi, surtout, j'ai découvert que ça pouvait être que la lourdeur de la décision administrative pendant tout ce temps-là. Un autre truc aussi qui m'a impressionné, c'est que quand on envoyait le président sur le terrain, et ben, ça donnait à peu près ça, c'est-à-dire on allait dans une usine, on leur mettait un casque, un gilet jaune, c'était plein de gens avec des cravates, et à aucun moment il se passait quelque chose qui n'était pas millimétré et prévu à l'avance. Aucune rencontre, aucun moment d'échange véritablement avec les gens. Alors la grande différence, enfin, je disais là ils ont des casques, quand on va dans l'agroalimentaire, on a des chariots, enfin c'est toujours la même chose, on rencontre personne. Voilà. Moi, tout ça, ça s'est arrêté très vite. Au bout de 6 ans, j'ai voulu travailler sur un labo d'innovation territoriale dans la région. Alors, j'ai fait ça avec l'accord du président et du directeur général des services. J'étais auprès des deux. Et mon premier boulot, ça a été de travailler sur Pays de la Loire 2040. On m'a dit, voilà, il va y avoir 900 000 habitants en plus sur le territoire. Comment on fait pour y réfléchir, faire de la prospective, et puis ben, en profitant pour faire ça de façon innovante. Donc, très vite, je suis allé voir les gens de la 27e région qui font du design des politiques publiques, et avec eux, j'ai appris ce que c'était que le design. Alors d'abord dans les livres, ça c'est les livres qui sont sortis vers 2010, mais aussi et surtout sur le terrain. Ils m'ont dit, viens en Champagne-Ardenne avec nous, on travaille sur la jeunesse et les régions. Et là, on a préparé des choses, mais on a préparé nos entretiens avec des jeunes. Et on est allé les voir. Et là, par exemple, c'est avec des jeunes d'un, euh, d'un- qui étaient en école de la deuxième chance, à Châlons-en-Champagne. C'était des gens très éloignés de nous. Et nous, avec des fonctionnaires territoriaux, on a réussi à créer le dialogue. Et pendant cette journée, réussir à inventer plein de choses ensemble. On a fait plein d'ateliers qui nous ont permis d'avoir beaucoup de matière. Alors moi, je suis revenu de ça enthousiasmé. Et puis après, j'ai saoulé tout le monde à la région pour aller parler avec les gens de 2040. Alors là, on nous voit dans une boucherie, c'est à Saint-Jean-de-Mont. Là, c'est sur un marché à la Flèche-sur-Mer. Pendant une semaine, j'en ai des fonctionnaires en immersion pure et dure. On est allé voir les gens partout à la Flèche pour préparer ce que pourrait être une réunion publique autour des questions de prospective. Là, en dessous, on nous voit, on est dans une association qui fait d'alphabétisation numérique. On parlait orientation, comment arriver à parler avec les gens de ça. Là, dans une maison de retraite, à faire des scénarios images. Enfin, tout ça, moi j'ai appris comment faire parler les gens, obtenir de la matière qu'on pouvait réutiliser derrière pour créer des nouveaux services publics. Voilà. J'en ai tiré un certain nombre de convictions qui sont les suivantes. 1. L'expertise d'usage des gens est une source inépuisable d'innovation publique. 2. Aller directement sur le terrain, ça permet d'incarner le travail, on voit de qui on s'occupe, et de trouver des solutions, en plus d'apporter du plaisir aux agents publics, puisque les agents publics que j'ai pu voir faire ça, ils ont adoré. Donc il ne faut pas faire ça par des cabinets, il faut faire ça avec les gens. Voilà. De toute façon, on n'a plus le choix, parce que les gens nous attendent exactement là-dessus, ils veulent donner leur avis. Voilà. Et puis, pour faire ça dans les meilleures conditions, il faut être accompagné par des professionnels des sciences humaines. Et moi, j'ai été étonné, enfin, j'ai été heureux de voir au CNFPT des anthropologues, etc., parce que c'est très important, les sciences humaines et sociales, et puis le design, pour utiliser le flux de ces observations. Voilà le discours que moi, je porte en règle générale. Et voilà. Est-ce que vous avez des remarques, des observations à faire sur tout ça, des questions? Allô? Alors, on n'a pas beaucoup d'interventions là, puisqu'on a surtout en fait des collègues qui sont venus en fait Ouais. dans le webinaire en cours. Donc, on a accueilli Denis et Cécile là qui viennent d'arriver. Voilà, on a quand même Cécile qui nous dit qu'elle Ouais. partage les convictions basées sur son expérience. Et Denis nous demande si on peut parler de maîtrise d'usage. Maîtrise d'usage. Ah bah c'est intéressant, mais c'est plus dans la co-construction, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, quand on viendra vraiment sur cette question-là. Bah oui, l'expertise d'usage des gens permet de demander à les accompagner, enfin, à accompagner les processus de création de politiques publiques ou de services publics en utilisant les usages. Voilà.
Très vite, le deuxième point, c'est TED. Euh, pour vous, je sais pas, mais moi, TED, c'est un truc super important pour moi. Euh, c'est, euh, comment dire, une source incroyable d'inspiration. Moi, j'ai regardé des centaines de talks. D'ailleurs, j'entretiens mon anglais avec, hein. Je regarde, j'essaie d'en voir plusieurs par semaine. J'ai appris plein de choses sur Internet, sur les sciences humaines, sur le design, etc. Donc, quand on m'a proposé de le faire, ben, j'étais un petit peu devant une montagne, quoi. Surtout que je suis allé dans la barre de recherche, j'ai tapé design et puis j'ai vu qu'il y avait eu 700 talks sur le design par 500 personnes différentes. Vous voyez qu'il y a l'image de Philippe Stark qui apparaît. Il y avait en tout 3360 résultats autour du design, mais rien sur le design des politiques publiques qui est mon sujet. Alors moi, je me suis dit, il va être 3368. Donc moi, je me suis dit, ben, j'y vais, je me lance. Tout en sachant que par rapport aux salles devant lesquelles je parle d'habitude, qui sont des salles de fonctionnaires ou de cadres territoriaux, on n'est pas vraiment devant le même public. Un public de tête, c'est plutôt ça, vous voyez. C'est des gens qui ne s'intéressent pas du tout à la chose publique et qui sont alors en même temps enthousiastes, mais en même temps qu'il faut intéresser. C'est pas exactement la même configuration. Alors voilà, moi je me suis lancé dans ce challenge et pour me lancer, j'ai beaucoup utilisé le travail de Chris Anderson. Chris Anderson, c'est le patron de TED, c'est lui qui a lancé les conférences et il a écrit une liste des choses qu'il ne faut pas faire. Donc, faire une introduction très longue qui intéresse personne, parler lentement de manière dramatique, être chiant, quoi. Faire savoir subtilement aux gens que vous êtes très important, vous faire de l'autocitation, ça c'est parfait. Présenter des PowerPoint avec plein de textes, employer du vocabulaire technique le plus compliqué possible parce que comme ça on paraît intelligent. Parler longuement de l'histoire de votre organisation et de ses nombreux exploits. Pratiquer avant de prendre la parole, ça sert à rien. Comme ça, bon, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup et réciter par cœur son allocution et surtout pas regarder les gens dans la salle. Voilà, donc ça, quand on a ces 10 règles et qu'on sait qu'il ne faut pas les utiliser, eh ben on peut commencer à travailler. Moi, pour travailler, j'ai fait comme je fais tout le temps. Eh ben, j'ai pris des post-it. J'ai écrit une idée par post-it et puis j'ai essayé de les ranger. J'ai essayé de les ranger et de voir dans quel ordre je pouvais les mettre. Et puis après, ben, j'ai rédigé. J'ai rédigé une première fois. Puis après, j'ai repris les post-it et puis j'ai regardé si je ne pouvais pas les mettre dans un autre ordre. Et puis j'ai re-rédigé. Et puis je l'ai fait plein de fois. Je l'ai fait 5 fois, 6 fois, 7 fois. Et à chaque fois, j'ai lu mon texte à haute voix, je me suis enregistré, j'ai regardé, j'ai fait lire à des gens, j'ai écouté les critiques. Voilà. Alors j'ai fait une copie d'écran, j'ai fait à peu près une trentaine de fois le texte hein, pour arriver à arrêter une trame. Et la trame, que je veux partager avec vous, et qui, à mon avis, une bonne façon d'expliquer pourquoi il faut de l'innovation publique, c'est la suivante. Aujourd'hui, si le service public n'est pas adapté, c'est parce qu'il n'est pas pensé en fonction des gens, mais qu'il est pensé en fonction des procédures. Et il y en a plein, des procédures, c'est normal, mais c'est ça le fond du problème. On oublie les gens au passage. Et en plus, on finit par se résigner et s'habituer à ça. Pourtant, c'est complètement possible de faire autrement en incarnant le service public à travers un lien fort avec les usagers. Quand on fait avec les usagers, on ne peut pas faire sans penser à eux. Et il y a des outils comme ça, grâce à l'observation ou la co-construction qui permettent ça en utilisant des techniques que l'industrie utilise tous les jours depuis 150 ans, donc notamment le design. Et donc, c'est indispensable parce que c'est le service public qui fait société. Voilà la trame de l'histoire que je voulais raconter. Mais, euh, mais cette trame, il fallait la mêler avec la dimension entertainment du TED. Comme disait Carole tout à l'heure, le E de TED, c'est entertainment. Donc c'est un peu comme le Jerry Comedy Club, quoi. C'est bien un peu du stand-up. Donc un certain nombre de choses qui sont apparues de façon forte pour moi. Donc trouver des exemples qui soient simples à comprendre, pas forcément les meilleurs, mais ceux que tout le monde peut comprendre. Des exemples qui soient des histoires, parce que les gens, ils adorent les histoires. Un ennemi, parce qu'une bonne histoire, eh ben, ça a un ennemi, ça c'est une base du storytelling. Des blagues, moi c'est dû un petit peu à ma façon de parler, parce que je parle de façon très monocorde, donc il faut que j'alterne des choses
expliquer enfin, des concepts et des blagues pour que les gens continuent de s'intéresser, autrement c'est trop monotone. Un peu de scénographie, j'y reviendrai. Une introduction qui accroche, donc ça c'est pour revenir sur ce que disait Chris Anderson, et une conclusion qui donne un rôle à l'assistance. C'est une des composantes de TED, il faut donner une mission aux gens qui vous écoutent. Puis d'ailleurs, je pense que c'est valable un peu tout le temps. Voilà, voilà les ingrédients, voilà la trame et voilà ce que je veux mettre ce que j'ai mis dedans. Est-ce que c'est pareil? Vous avez des remarques, des questions? Ouais. Alors, on a quelques questions, Olivier, donc je vais essayer de les synthétiser. Donc, on a Denis qui demande si tu aurais des ressources sur la maîtrise d'usage, outre celles que tu as pu évoquer. Et on a Eric qui demande si tu utilises Mastermind et Denis qui rajoute est-ce que c'est la méthode Alors, Pecha-Kucha? comment dire alors, sur la maîtrise d'usage, j'ai des exemples parce que j'ai travaillé avec des designers qui se sont retrouvés à gérer une maîtrise d'usage sur le montage d'un projet immobilier. Donc, j'ai pas mal de travaux là-dessus qui peuvent être intéressants que je pourrais fournir à la communauté sans difficulté. Ensuite, j'ai pas noté parce que j'arrive pas à faire deux choses en même temps, c'est terrifiant. Avant Pechakucha, il y avait un autre truc, c'était quoi? C'était Mind Mastermind, Mastermind. les cartes ouais, Ouais, je pense que c'est ça, oui, les cartes heuristiques, non? Est-ce que c'était ça, Eric? C'était Ah, c'était bien, oui, c'était le mind mapping. enfin, Donc c'est bien ça, c'est les cartes heuristiques. oui, enfin, ça revient au même en fait. Les post-it, c'est un peu comme des bulles, mais c'est pas sur un écran, quoi. C'est sur un mur. Mais ça revient à l'idée, c'est-à-dire on prend des idées, puis on essaie de les regrouper, on regarde s'il y a des choses qui vont ensemble, et effectivement, on essaie de faire des arborescences pour arriver à raconter les choses. Moi, j'utilise beaucoup le mind mapping, mais je commence par mettre des idées en vrac, puis après ça mange les groupes. C'est une façon de faire. Le Pechakucha, c'est autre chose. Donc c'est un format de 20 secondes où on a un slide et on a 20 secondes pour raconter quelque chose sur un slide et puis il défile il y a 20 slides qui défilent, donc ça dure 5 minutes 40. Moi j'ai fait sans support, mais le Pechakucha c'est quelque chose de très intéressant à travailler parce qu'on est obligé de formater ces phrases complètement. On est pratiquement obligé d'apprendre par cœur hein, pour pouvoir faire ce travail. J'en ai déjà fait un, c'est beaucoup de préparation. Voilà les réponses. Alors, il y a Cécile qui rajoute que c'est super comme méthode et qu'on devrait tous être formés à ça pour intéresser notre auditoire. Alix rajoute et demande quelles sont les conditions pour que soient pris en compte les attentes exprimées ou les problèmes rencontrés par les citoyens dans le cadre d'une Alors conférence en TED, fait, par exemple. pour arriver à faire passer des concepts, il faut être le plus simple possible et prendre des choses qui résonnent avec leur vie quotidienne. Mais je vais peut-être y revenir quand je repasse très vite le synopsis du truc. Vous allez voir, j'ai gardé sur le côté les 6 ou 7 points que je vous ai dit, et puis on va y revenir. Voilà, c'est pas très long, hein, mais je vous le dis quand même. Euh, Mon intro, c'est 1 minute. C'est pour dire que le service public, c'est bien. Parce que pendant le reste du temps, je vais dire que le service public, c'est mal. Donc je commence en disant que c'est bien parce que c'est quand même important. Donc avec ce signe que vous avez repris sur l'annonce du webinaire où je dis aux gens service public, cœur avec les doigts. Parce que moi, j'aime le service public. J'essaie de leur faire mesurer comment c'est important d'avoir ça et la chance qu'on a de vivre dans un pays qui a su sauvegarder ses services publics. Donc voilà, quelque chose de très important qui permet de comprendre que derrière, c'est pas une critique absolue du service public. Parce qu'après, j'en vois. Je dis quoi? Je dis ce que je vous ai dit au départ, c'est-à-dire que le service public, il n'est pas pensé en fonction de vos besoins, mais il est pensé en fonction des procédures. Alors c'est là où, pour que les gens comprennent, je leur dis, bah oui, le bordereau, il est compliqué, mais
où bah oui, c'est énervant d'être obligé de se déplacer avec des horaires d'ouverture qui sont pas adaptés, qui vous obligent de prendre des journées de congé. Et c'est parce qu'on peut pas faire, c'est parce qu'on peut pas faire autrement, parce qu'il y a des règles, parce que il y a la loi, il y a des délais, et puis c'est de l'argent public, on peut pas faire n'importe quoi. Je leur explique tout ça, et je finis avec une phrase pour leur dire, mais seulement les procédures elles sont tellement compliquées parce que la loi c'est complexe, etc., ou parce que on gère ça comme ça que à la fin de tes procédures, si tout se passe bien, ben, tu ne te souviens pas pourquoi tu les as commencées. Parce que enfin, c'est quand même quelque chose que moi j'ai croisé plein de fois et que j'essaye de raconter avec une vraie histoire, où je raconte comment on a mis en place la gratuité des manuels scolaires, ce que ça a pu demander comme temps. Donc c'est une belle histoire à raconter, hein. Tout le monde est pour la gratuité de l'enseignement, normalement, même si moi j'en ai vu des contre. Et donc c'est quelque chose où on comprend qu'on est parti plein d'allants et puis à la fin on est crevé parce que ça a été compliqué, etc., etc. Et donc j'essaie de raconter cette histoire qui touche les gens parce que tout le monde est allé au lycée et pour ceux qui ont plus de 30 ans, ils ont payé leur manuel et les autres pas. Donc voilà, c'est quelque chose de très bien. Puis à la fin de l'histoire, tout le monde a compris ce que je disais quand je dis la procédure, elle te fait oublier ton objectif. Et donc c'est important parce que tu as oublié les gens, quoi. Alors après, l'étape d'après, c'est de raconter l'innovation publique telle qu'on l'a, elle peut exister en s'appuyant sur les usages. Alors, je raconte avec un exemple encore qui parle fort, que c'est cette télécommande. C'est une image que j'avais eue. En fait, c'était un couple de personnes âgées qui mettaient du sparadrap sur cette télécommande parce que sous le sparadrap, c'est les boutons où quand on les ouvre, eh ben quand on appuie dessus, ça ouvre des fenêtres et puis bah, ils ne savaient pas comment s'en sortir. Donc, ils avaient fini par limiter aux 4 boutons qui les intéressaient vraiment. Et c'est tout. Et donc, en fait, c'est quand même dingue, hein, parce que c'est censé être utile. En fait, ils en ont peur de leur télécommande. Donc, je raconte ça. Puis, j'avais une belle télécommande en échange à présenter, ce qui permettait d'expliquer ce que c'est qu'une observation qui permet une bonne observation de cette télécommande. Elle permet de se dire, ah bah oui, il faut rendre plus simple, ah bah oui, il faut que les gens comprennent à quoi servent les boutons, etc. Donc, j'explique comment on fait d'une observation une opportunité de création de nouveaux services. Et j'explique qu'on peut faire la même chose dans le service public. Je dis c'est pareil ou presque. D'ailleurs, ça fait un peu marrer les gens parce que j'ai parlé d'Apple avant, mais c'est pareil ou presque. C'est ça, c'est l'idée de on peut créer des nouveaux services en se basant sur l'observation. Après, j'enchaîne sur des méthodes. Alors là, en scéno, je vais chercher une chaise, hein, ça occupe, et puis ça permet de montrer que une des bonnes façons de faire de créer des nouveaux services, eh ben, c'est de se poser, c'est de prendre le temps de les regarder et de voir si tout va bien, parce qu'on ne prend jamais le temps de se poser et de prendre du recul. Voilà, cette chaise, elle incarne ça véritablement. Je raconte des histoires, je dis on s'assoit, on regarde. J'ai pris des exemples simples, je parle de cantine, je parle de médiathèque, je parle d'accueil de service public, je parle d'un car qui passe pas. Et comme ça, les gens, ils peuvent s'identifier, ils peuvent comprendre. Et à la fin, quand je leur dis que quand on a fini une observation et quand on revient dans son bureau, et ben, au moment de prendre sa décision, on fait attention à la procédure, mais on fait aussi attention aux gens qu'il y a derrière. Ben, les gens, ils comprennent ça, ils comprennent l'intérêt de l'observation. Le truc d'après, c'est la co-construction, où là, je raconte, où je reparle un peu de design. Je dis, faire avec les gens, c'est les mettre dans la procédure, comme ça on est sûr de ne pas les oublier. Et donc là, on me voit en train de faire l'idiot, parce que je raconte que quand je parlais aux gens de 2040, et ben, la première chose qu'ils se disaient, les gens, c'est mais dans quel état je serais en 2040? Ils s'ajoutaient 25 ans. Et ils se disaient, oh là là, je ne serais pas beau à voir. Et ils avaient du mal à nous parler. Donc c'est pour ça qu'il faut outiller, c'est pour ça qu'il faut passer par des biais, utiliser les sciences humaines et sociales, utiliser le design pour rendre le dialogue possible et pour pouvoir utiliser le tout. Et puis je prends aussi l'exemple des enfants, qui est plus facile à comprendre. Les enfants, ils ne peuvent pas nous aider à faire une évaluation si on n'a pas un petit peu travaillé le format. Je finis en disant
On a besoin de nouveaux services. La maîtrise d'usage, la capacité d'utiliser l'expertise des utilisateurs, c'est quelque chose d'important qui est une vraie source d'innovation. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas des experts, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas des chercheurs, mais dans l'expérience des usagers, on a beaucoup de choses à apprendre. Voilà. La conclusion, c'est sur l'universalité du service public. Hein, le but, c'est que l'auditoire se souvienne qu'on fait le service public parce que c'est le ciment de la cohésion dans notre pays. Je finis aux gens en leur disant d'aller voir leurs élus quand ils ne sont pas contents pour leur dire qu'on peut faire autrement. Voilà, l'idée, c'est de faire passer le message que l'innovation publique, c'est possible et que le service public, il peut être moderne aussi. Voilà. Donc, c'est pareil, hein, je raconte une blague avec un vélo qui roule, qui passe sur une piste cyclable où c'est pas facile, etc., etc. J'essaye d'incarner avec des choses simples. Et voilà, et ça s'est plutôt bien passé. Hein, les gens, ils étaient contents. Au début, ils rigolent pas parce qu'ils comprennent pas. Enfin, parce que je leur parle de service public au milieu de quelqu'un qui parle de réfugiés et puis avant une gamine de 13 ans qui raconte son tour du monde à vélo. Mais en attendant, j'ai réussi à faire, à passer ce message-là. Et je pense que finalement, c'est la même chose si on a plein de fonctionnaires territoriaux devant soi parce que l'innovation publique, c'est pas quelque chose d'évident. Voilà, pour finir, vous dire que en fait, c'est gros, vous voyez, hein, c'était tous les gens qui sont intervenus. Donc, il y avait un ballet, il y avait un chercheur en neurosciences, une personne de 90 ans qui racontait sa vie. Enfin, il y a un peu tout et n'importe quoi. C'est pas facile de s'imposer là-dedans, mais la réussite du truc, c'est aussi ça, c'est aussi d'arriver à dire plein de choses. Voilà, j'ai fini. Juste vous dire. Alors, Olivier, il y a Isabelle qui nous demande si le rôle donné au public, c'est d'aller voir pour parler à son Oui, c'est élu, ça. ou est-ce que en Oui, c'est fait ça. l'objet en fait à chaque, voilà. Donc, C'est toujours c'est, bien c'est- dans une fin d'intervention de dire aux gens pourquoi ils l'ont entendu. Et moi, je leur dis, bah, maintenant, vous savez que ça existe. Et mm, la prochaine fois que vous êtes face à un problème, bah, plutôt que de monter un collectif pour dire que vous n'êtes pas d'accord, allez parler gentiment, tranquillement à votre administration, et à ses chefs, et dites-leur qu'on peut faire autrement et que vous êtes prêts à participer, à les aider à faire autrement. Je pense que c'est aussi une façon de pacifier les rapports, hein, euh, dans la chose publique, quoi. Voilà. mm. Cécile parle de conférence inversée puisqu'on part de l'usager pour justement aborder ses besoins alors que c'est pas quelque chose qui aujourd'hui euh, opérationnalisé. On est plutôt dans le sens inverse où on va être sur des conférences Ouais, bah avec là, en fait, de la formation moi, descendante. l'idée, c'est là, au contraire, c'est d'aller chercher les choses qui vont résonner dans les gens et qui leur donnent un rôle à la fin, parce qu'autrement, Mm. bah, la conférence, elle va pas rester chez les gens. Et moi, en sortant, il y avait un pot, hein, et à ce moment-là, j'ai plein de gens, des fonctionnaires qui sont venus voir en disant, oh là là, vous avez raconté ma vie, etc. J'ai eu le droit à tout ça, ou un maire d'une petite ville qui est venu m'en parler. Ça c'est rentré en résonance avec eux parce que je me suis posé la question de savoir sur quoi, qu'est-ce qui pouvait les motiver, qu'est-ce qui pouvait les intéresser dans ce que j'avais à raconter. Et donc, quel rôle je pouvais leur assigner à la fin. Donc, c'était ça qui était intéressant. Voilà. Du coup, Denis nous demande quels sont les effets après ce type de conférence. Est-ce que tu as remarqué des impacts par rapport à l'issue de cette conférence marquants? Juste un petit mot parce que je vais vous mettre les sources à l'écran. Quelqu'un a fait de la facilitation graphique, ça tient sur un A3, donc je suis très fier que ça puisse tenir. Donc j'ai été suffisamment clair pour que ça puisse marcher. Et je vous mets les différents liens à l'écran. Euh, Mm. les impacts, sur YouTube, j'ai pas énormément de vues, je suis à 380 vues, un truc comme ça. Mais par contre, je l'ai partagé sur Facebook et j'ai eu 2500 ou 2500 visionnages. Euh, et effectivement, c'était la force du TED, hein. C'est d'arriver à faire en sorte que les gens puissent le voir et puissent le partager derrière. Ça a eu un effet. Alors, je sais que dans un certain nombre de cours de géographie, d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de master,
ils l'ont vu, des gens l'ont partagé derrière. C'est quelque chose qui existe, qui est écrit et qui permet et qui permet, auquel on peut se référer. C'est ça qui était intéressant. C'était la première fois qu'il y avait une conférence autour de de l'innovation publique dans un TED. Et c'était ça que j'aimais beaucoup. J'arrête le partage, hein. Hop, pour revenir, voilà. Et c'était ça qui était vraiment intéressant. Alors l'impact, oui, des gens ont ouvert le dialogue avec moi derrière, sont venus me voir, me parler en disant, ah oui, mais attends, c'est notamment quelque chose qui est euh, sur un domaine un peu particulier, c'est les élus. En fait, on fait souvent des trucs avec des fonctionnaires et on n'a pas beaucoup réfléchi à ce qu'il faut, ce qu'on peut obtenir des élus et comment on peut les convaincre de tout ça. Et j'ai eu beaucoup de retours autour de ça, autour de ah mais c'est peut-être comme ça qu'il faut prendre les élus. Voilà. D'accord. Alix nous demande si tu devais retenir quelque chose d'essentiel de cette expérience, ce serait quoi? Et où s'est situé ton plaisir par rapport en fait à cette intervention qui était assez atypique? C'est vrai que moi personnellement, ça m'interpelle aussi sur la confiance en soi qu'il faut avoir pour se mettre à nu finalement vis-à-vis du public complètement cosmopolite qu'on peut avoir. Toi, ça t'a été facile? Ça t'a pas En semblé fait, complexe pour cette première intervention? dans la préparation, on a un coach, hein, et et on fait même de la sophrologie, plein de choses comme ça. Et il fallait aligner, il nous demandait Mmh. d'aligner notre discours avec ce qu'on était. Et en fait, moi, j'ai commencé là-dessus, hein. C'était mon constat par rapport par rapport à l'action publique. Euh, Moi, c'est devenu quelque chose de très important pour moi. Je viens pas du tout d'un milieu qui a vocation à arranger l'action publique, mais en fait, c'est devenu quelque chose de très important. Et donc, c'était facile pour moi à raconter à cause de ça. Alors, c'était du travail. Mais voilà, mais j'ai jamais eu vraiment de problème à parler devant des gens, hein. Donc à partir de là, c'était pas ça le problème. Le problème, c'était d'être d'accord avec ce que j'avais à raconter et d'être bien aligné. C'était pas difficile, quoi. Voilà. Olivier, c'est vraiment très intéressant comme expérience. Et d'ailleurs, Cécile rebondit en te proposant d'animer une mini-conférence à l'Université de l'innovation publique pour apprendre justement de cette expérience d'innovation et de co-conception et permettre l'appropriation par nos collègues. C'est vrai que ça serait vraiment très congruent si on arrivait à diffuser, à innerver ce type de Bah, c'est-à-dire qu'en méthodologie fait, par rapport aux interventions. je parlais d'alignement, mais il y a aussi l'autre alignement qui est de dire on défend, on promeut l'idée que le service public il doit d'abord se poser la question de l'usager et repartir de l'usager. Et là, c'est pareil, cette conférence, eh ben, on repart de l'expérience utilisateur que les gens vont avoir. On est vraiment dans. Enfin, tout cela est logique, quoi. Et donc, c'est une expérience qui est finalement assez simple à vivre et correspond à bien à la façon d'aborder les choses qu'on doit avoir aujourd'hui. Il y a effectivement la prise de risque. C'est pas facile, on est devant 450 personnes, il fait chaud, on a des spotlights, mais c'est pas ça le principal. Le principal, c'est on passe un message et on raconte un truc aux gens, quoi. D'accord. Isabelle nous précise que ton expérience lui donne plein d'idées pour travailler avec des cadres sur la relation aux usagers et à la communication. Est-ce que toi, tu aurais des propositions justement de transférables facilement pour nos collègues pour appliquer rapidement ce type de méthodologie? Non, mais on doit pouvoir s'y prêter un petit peu, enfin, écrire un petit peu. Moi, j'avoue que c'est quelques éléments forts sur ben, repartir de ce que les gens attendent, en fait. C'est c'est avant tout ça, euh, c'est du storytelling bête et méchant. C'est qu'est-ce qu'attend mon auditoire? L'auditoire, il veut être le héros de l'histoire, c'est toujours lui, hein, qui doit être le héros. Et comment je vais lui raconter les choses? Il y a l'idée de l'ennemi, c'est vachement important que quand on raconte une histoire qui est un ennemi. Là, je parle à un moment dans la conférence du poison lent de la procédure qui fait qu'on oublie les gens au fur et à mesure. Et c'est ça l'ennemi.
Et donc, il y a quelques outils comme ça doit être possible de l'écrire assez simplement. Mais c'est avant tout une posture, en fait, qui est celle que moi j'essaie de faire partager aux gens. C'est repenser à partir de. Enfin, avoir la pensée empathique, quoi. Se poser la question de ce que les gens vont recevoir. Mm. Alors, on a plusieurs propositions là qui fusent. Justement, Isabelle disait que ce serait peut-être intéressant de pratiquer des mini-TED en formation. Moi, je pensais justement à la formation d'intégration des cadres ou même des catégories B. Hein. Dans la formation d'intégration, il est prévu, il y a un volet sur la conduite de projet où ils doivent restituer en fait le travail en groupe. C'est vrai que peut-être que ce format-là se prêterait bien en fait à des mini-TED peut-être en formation. Qu'est-ce Le que tu en format penses qui est toi? génial pour enfin, mais qui résume de la même façon, c'est celui dont parlait Denis tout à l'heure, c'est-à-dire c'est Pecha ou alors le Pecha Kucha, c'est-à-dire un truc qui dure 3 minutes, Mm. où on se pose vraiment la question de savoir ce que les gens qui sont en face de nous attendent. Et là, on peut vraiment envoyer des choses, s'obliger à découper en tranches de 20 secondes, ça amène à avoir un discours le plus clair possible. Moi, vous savez, je vous ai montré tout à l'heure, j'écris des post-it tout le temps quand je fais quoi que je fasse. J'essaie d'avoir un post-it et une idée par post-it à chaque fois, parce que ça permet de les travailler dans tous les sens, mais surtout, ça permet de clarifier ce qu'on veut dire. Si on ne peut pas mettre plus de 7 ou 8 mots, donc on peut pas dire un truc flou. On est obligé d'avoir une idée très précise, et après, comment on va l'articuler. Donc, c'est pour ça que si on doit enfin, si on doit apprendre à pitcher des gens, c'est vraiment sur des trucs très simples, pas très longs, 3 minutes, c'est bien. Parce que ça, c'est un format 18 minutes, hein, c'est long, hein. C'est beaucoup de travail aussi. Mm. Ah oui, c'est sûr. Et du coup, en fait, Denis propose que éventuellement une fiche méthodo pourrait être rédigée pour enrichir notre boîte à outils au niveau de la e-communauté. Est-ce Bah, que ça je vais te essayer. semble réalisable? Je vais essayer de faire quelque chose là-dessus, ouais, ouais, en racontant. Enfin, voilà, peut-être pas une fiche, mais peut-être les éléments pour la fiche, peut-être qu'il faudra un petit peu remettre en forme derrière, parce que je ne sais pas si j'arriverai à avoir le bon vocabulaire, quoi. Mais oui, oui, fiche qui raconte pour la boîte à outils. Ouais, je note. Voilà. Des questions qui sont en train d'écrire. Ouais. Voilà. On a quelques autres interventions. Donc, Alix parle d'alignement en pédagogie qui lui paraît essentiel. Elle exprime que tu utilises ce terme pour bien communiquer et elle propose qu'après Cluny, Carnac peut être aussi un bel endroit symbolique pour travailler l'innovation. Donc là, voilà, ça peut être un objet de mobilité. Voilà, C'est très dans la. oui. Non, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est enfin, c'est un truc nouveau. Moi, donc dans mon métier, j'ai écrit plein de discours et plein, souvent pas intéressants. Et parce qu'il fallait dire des choses, on avait un certain nombre qu'on pense être obligatoires de choses à dire à chaque fois, les financeurs, les machins. Et en fait, ça intéresse personne. Et donc se poser la question de savoir pourquoi on est là, à quoi ça sert, et qu'est-ce que veulent, qu'est-ce qu'on, quel est son but, comment on fait coïncider avec celui des gens qui sont dans la salle, c'est quand même pas anodin, quoi. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin de faire, quoi, au quotidien, parce qu'on on s'est tous tapé des séminaires avec des discours de 3 quarts d'heure où enfin, on se souvient de rien, parce que c'est long, et puis parce que voilà. Et on en a tous fait, et on en a tous écrit, et c'est horrible, quoi. Et voilà, repenser à l'utilisation, c'est bien. Oui, c'est vrai qu'en plus, en étant sur un mode interactif, on retient beaucoup Ah ouais, plus ouais. facilement et aisément. Puis raconter des blagues, enfin, bon, c'est toujours bien, hein. Moi, les gens, ils sont bien. Cécile rajoute que pour la formation des élus, ce serait aussi de retrouver l'intérêt d'écouter les discours parce que ce Ouais. serait moins certainement plombant ou C'est très descendant. compliqué pour eux, hein. Mm. C'est très compliqué pour eux. Ils peuvent pas. Enfin,
pour en parler, on a parlé avec un certain nombre d'entre eux, c'est très difficile parce qu'ils ont quand même des passages obligés et en plus, ils ne peuvent pas prendre trop de risques parce que toute phrase, enfin, même y compris une blague, peut être mal interprétée, etc. Donc c'est encore plus compliqué que on peut pas, ils peuvent pas dire, enfin, ils peuvent pas prendre le risque que qu'une blague soit interprétée littéralement, etc., etc. C'est compliqué, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant de leur dire que la plupart de leurs discours, personne ne les écoute, quoi. D'accord. Oui. Et donc, pour conclure, Olivier, qu'est-ce que tu nous conseillerais, en fait, si on devait se lancer dans ce type de démarche par rapport, en fait, aux collectivités ou même à l'interne au niveau du Il y CNFPT? a, il y a cette idée, il y a cette idée que il faut, il faut du coaching, quoi. Enfin, moi, j'ai fait beaucoup relire mon texte à des gens pour qu'ils comprennent, pour comprendre ce qu'ils ne comprenaient pas dans ce que je disais. Et ce qui m'a permis de lisser toutes les aspérités sur lesquelles les gens pouvaient accrocher, et enfin, non pas accrocher, mais plutôt décrocher, en fait. Voilà. Et donc, il y a cette dimension-là, c'est un truc sur le temps, quoi. Il faudrait faire un premier atelier sur voilà, les trucs qu'il faut savoir, comment réfléchir à ce qu'on va dire, et puis à pouvoir se revoir après, le faire en plusieurs fois, et que les gens aient travaillé entre les deux. Il y a cette idée, quoi, qui permettrait, je pense, de bien avancer, une dimension vraiment formation, mais coaching en même temps. Mm. Alors, ça nous fait une formidable transition puisque le prochain webinaire qui se déroulera le 24 février prochain aux mêmes horaires, donc de 17h à 17h45, partira d'une expérimentation menée dans un Living Lab, toujours sur l'expérience usagée aussi, mais dans le domaine de la e-santé. Et nous aurons la chance en fait d'avoir Mathilde Maury, qui est la chef de service de la métropole de Nice, en charge du Living Lab Del Valle, 27 Del Valle, et qui exposera aussi en fait les actions et les objectifs de ce type de dispositif en faveur en fait des usagers pluridisciplinaires, puisque ça touche aussi bien le milieu entrepreneurial que les centres hospitaliers environnants, les associations et les citoyens lambda. Voilà. Donc, oui, je pense que le fait d'avoir une déclinaison comme tu l'as faite aujourd'hui et d'avoir ensuite une expérience portée par une collectivité, ce sera encore plus riche pour nos webinaires. Et j'en profite pour lancer un appel. Si vous vous sentez en fait d'animer ou d'intervenir sur les prochains webinaires, n'hésitez pas à compléter le Zooch qui se trouve en fait le petit questionnaire sur le portail de la e-communauté innovation publique territoriale et qui est toujours ouvert à ce jour. Ça nous permettra en fait de pouvoir programmer les prochains webinaires et puis de répondre le plus rapidement possible et de manière très adaptée en fait à vos attentes à tous. Voilà. Je voulais vous remercier tous les participants. Aujourd'hui, nous avons été jusqu'à 7 personnes. Je pense que nous avons une marge de progression qui est de plus en plus importante. C'est très bien. Et j'espère que le 24, on se retrouvera encore plus nombreux. Merci aussi à toi, Olivier, pour cette excellente présentation. Très, très bien. Bravo. Ah, merci, c'était la première fois pour moi aussi. Donc, voilà. Je vous remercie et je vous dis à très, très bientôt. Au revoir.